Graham Young. Le Royaume-Uni. C'est ici qu'entre 1962 et 1971 une série de meurtres va se dérouler. L'auteur des faits ? Un jeune garçon prénommé Graham Young et âgé de seulement 14 ans. 7 septembre 1947, c'est à Nisden, petit quartier situé au nord-ouest de Londres, que Fred et Bessie Young accueillent leur deuxième enfant prénommé Graham Frederick Young. Malheureusement, environ 3 mois après la naissance de ce dernier, Bessie décède de la tuberculose. C'est alors que Graham se retrouve confié à sa tante paternelle, Winnie Jouvna. Sa sœur aînée quant à elle part vivre avec ses grands-parents. Ce décès précoce aura sans doute des répercussions sur le développement affectif du jeune Graham, même s'il vit confortablement dans une jolie petite maison de Londres. Malgré tout, le jeune garçon se sent bien chez sa tante et son oncle, et s'entend très bien avec leur fille Sandra. Graham est un petit garçon rondouillard, au visage couvert de taches de rousseur, que l'on surnomme « pudding ». Quelque temps plus tard, la famille Young finit par être de nouveau réunie. Fred Young, le père, rencontre Molly, une jolie jeune femme qui joue de l'accordéon dans un pub de quartier. Et décide de se marier le 1er avril 1950. Nous savons que les relations père-fils n'étaient pas des plus chaleureuses, mais le jeune garçon appréciait sa belle-mère ainsi que sa grande sœur. C'est à l'âge de 9 ans que Graham découvre et s'intéresse aux produits chimiques. Même le vernis à ongles de Molly le fascine. Le jeune garçon fait son entrée à l'école primaire lorsqu'il a 5 ans. Sa scolarité se déroule sans problème et il est même plutôt bon élève. Il passe sans difficulté l'examen qui clôture les années primaires, et se voit récompensé par son père. Ce dernier lui offre une panoplie de chimistes. Après cela, Graham est inscrit dans un établissement d'études secondaires à Willesden. À l'école il se fait des amis, et participe au groupe d'élèves, tout semble aller pour le mieux. Graham se lie d'amitié avec un dénommé Chris William. Tous deux sont fascinés par la chimie, et passent beaucoup de temps ensemble. Mais petit à petit, le garçon se renferme, et passe tout son temps libre à lire des livres sur les substances toxiques et sur la médecine, qu'il emprunte à la bibliothèque de son école. Il dévore également les livres au sujet d'Adolf Hitler, du mouvement nazi et de la mort. D'ailleurs, le jeune garçon n'est pas peu fier d'arborer la croix gammée. Malgré ses centres d'intérêt peu communs, sa sœur dira, je cite, « Nous ne prenions pas cette passion très au sérieux. Nous pensions simplement qu'il était un peu dingue. » Un jour, sa belle-mère retrouve même une bouteille d'acide dissimulée dans sa veste. Graham conserve aussi de l'éther qu'il se plaît à respirer. Bien entendu, le jeune garçon doit se justifier. Comment se fait-il qu'il se retrouve en possession de tels produits ? Ce à quoi Graham répondra qu'il a récupéré ça dans la poubelle d'un pharmacien. Lorsque le jeune homme empoche son argent de poche, il le dépense exclusivement dans les poisons, qu'il se procure auprès d'un pharmacien du quartier, nommé Geoffrey Ress. Pour que ce dernier accepte de le lui vendre, Graham est obligé de mentir sur son âge. Il raconte donc qu'il est âgé de 17 ans, âge légal pour pouvoir s'acheter de tels produits en Angleterre. En 1961, le garçon parvient à acheter des grains d'antimoine, éléments chimiques utilisés dans les batteries au plomb pour les automobiles. Lorsqu'ils sont ingérés, les sels solubles d'antimoine provoquent des effets irritants au niveau gastro-intestinal, se traduisant par des vomissements, des crampes abdominales et des diarrhées. À forte dose, ils peuvent entraîner une toxicité cardiaque. Avec ces grains d'antimoine, le jeune garçon a de quoi tuer plusieurs personnes. Graham finit par changer de pharmacien fournisseur, et signe le registre des toxiques du nom de M. Evans. Il a pour habitude d'emporter toujours avec lui un flacon d'antimoine, lorsqu'il se rend à l'école. Un de ses camarades, prénommé Clive Krieger dira, je cite, « Cela lui donnait un sentiment de sécurité, il était dangereux. On sentait le mal qu'il portait en lui, il me faisait peur. » Graham commence aussi à s'intéresser à la magie noire. Il lit des ouvrages et tente même de faire quelques expériences. Molly, la belle-mère, découvre une petite statue piquée d'épingles dans sa veste. Les proches de Graham confient également que le jeune garçon fait des dessins particulièrement angoissants. Clive Krieger dit « Il me représentait pendu à un gilet, au-dessus d'une cuve d'acide, lui-même approchant une flamme de la corde.
D'autres témoignages diront également, il aime dessiner des pendus avec des seringues portant l'inscription poison, plantées dans tout leur corps. Au fil du temps, Graham devient un expert en poison, il connaît tous leurs effets et garde toujours avec lui des flacons dissimulés dans son bureau à l'école. Mais son attention se porte sur un produit bien particulier, le sulfate de thallium. Il s'agit d'un composé extrêmement toxique qui agit en remplaçant dans le corps les ions de potassium, essentiels au fonctionnement du système nerveux, par des ions de thallium. Cette substance intéresse aussi le jeune homme, car celle-ci est incolore, inodore et sans saveur. Ce qui la rend indétectable auprès des victimes. C'est à partir de 1961 que la majorité des personnes proches de Graham commencent à ressentir des symptômes. Tous semblent touchés par un étrange mal. Chris Williams, le camarade de classe, avec qui le jeune Graham passe la majeure partie de son temps, est touché par une maladie que les médecins ont du mal à diagnostiquer. Ce dernier se plaint de diverses douleurs qui irradient sa poitrine, ses jambes ainsi que de terribles migraines. Ces douleurs progressaient, s'apaisaient, puis reprenaient un peu plus tard. Le médecin de famille examine plusieurs fois Chris durant l'année 1961, sans comprendre d'où viennent ces douleurs. Il décide donc de le faire hospitaliser. Là, un interne de l'hôpital dira que le garçon souffre de grosses migraines souvent accompagnées de nausées, sans pour autant réussir à calmer ses symptômes. Cela fait maintenant plus d'1 an que Chris souffre de ce mal étrange, mais c'est lors d'une sortie aux eaux de Londres, accompagné de son ami Graham, que le jeune garçon va se sentir des plus mal. Chose qui intrigue, c'est que Molly, la belle-mère de Graham, commence elle aussi à avoir des douleurs au niveau de l'estomac. Cette dernière ne semble pas plus inquiète que ça, contrairement à son mari, Fred Young. Quelques jours plus tard, c'est le père de Graham qui commence à souffrir de crampes. Fred s'interroge et se demande si son fils n'utiliserait pas les casseroles de la cuisine pour faire ses expériences de chimie, ce qui pourrait expliquer que tout le monde dans cette maison soit malade. Durant l'été, c'est Winifred, la sœur du jeune Graham, qui tombe malade. La famille tout entière semble bientôt succomber au même mal. Graham lui-même se met à vomir lors d'une visite chez sa tante Winnie. Tout comme Fred, Winnie se demande si tout cela n'est pas lié aux expériences de chimie du jeune garçon. En novembre 1961, Winifred prend le petit déjeuner chez sa tante Winnie, mais lorsqu'elle boit sa tasse de thé, elle trouve que celui-ci a un goût amer. Malgré tout, elle finit sa tasse et part travailler. Lors de son trajet en métro, la sœur de Graham s'effondre. Ce sont des passagers qui vont l'aider à descendre au niveau de la station de Tottenham Court Road, non loin de son lieu de travail. Une de ses collègues décide tout de même de l'emmener directement à l'hôpital, au vu de son état. Des analyses toxicologiques sont effectuées. Et les résultats sont sans appel. On retrouve des traces de belladone, poison mortel extrait d'une plante toxique. Il n'en faut pas plus pour que Winifred accuse son frère et ses expériences chimiques. Fred Young va alors fouiller toute la maison, pendant que Graham sanglote dans sa chambre. Mais il ne découvre aucun produit toxique. Winifred, se sentant gênée d'avoir accusé son frère, vient s'excuser. Dans les semaines qui suivent, c'est au tour de Molly Young de voir son état se dégrader. Son apparence a considérablement changé, elle paraît avoir 10 ans de plus. S'ajoute également une perte de poids impressionnante. Le 21 avril 1962, d'autres symptômes font leur apparition. Son cou commence à se raidir, puis des picotements envahissent ses pieds et ses mains. Fred Young entre chez lui à l'heure du déjeuner et découvre son fils le regard fixe devant la fenêtre. Quand celui-ci s'approche, il découvre sa femme, dehors sur la pelouse, en train de se tordre de douleur et de convulser. Molly est amenée d'urgence à l'hôpital de Willesden. La malheureuse ne survivra pas et sera déclarée morte dans l'après-midi. Son état de santé s'est dégradé si vite que les médecins n'ont pas eu le temps de procéder aux examens. Graham demande à son père de faire incinérer sa belle-mère. Il lui vante les avantages de la crémation par rapport à ceux d'un enterrement. Son père accepte, et Molly est incinérée le jeudi suivant au crématorium de Golders Green. Dans les jours qui suivent, le père annonce à Winifred et Graham que le crédit qu'il a contracté pour la maison est désormais remboursé et qu'à sa mort la maison leur reviendrait. Peu après, Fred Young est de nouveau touché par des crampes d'estomac et des migraines.
Hospitalisé, les médecins décident de le garder en observation. Chaque jour, Graham examine froidement son père, à tel point qu'il prédit même les symptômes du lendemain. Le père est de retour chez lui, mais retourne rapidement à l'hôpital. Les médecins arrivent à poser un diagnostic sur la pathologie de Frédéric. La conclusion tombe, il s'agit d'un empoisonnement au thallium. Le jeune garçon est interrogé par sa tante, mais nie toute implication dans cet empoisonnement. Son professeur de sciences, Geoffrey Hughes, inquiet de voir la fascination et l'obsession de Graham pour les poisons, décide un soir de fouiller son bureau. Horrifié, il découvre des fioles de poison, des croquis qui représentent des hommes mourant dans d'atroces souffrances et des notes prises par le garçon au sujet de meurtres et de substances toxiques. Le directeur de l'école est aussitôt prévenu de cette découverte. En toute discrétion, le professeur de sciences et le directeur mettent dans la confidence un médecin et discutent avec lui des symptômes dont ont été victimes les membres de la famille Young. Le 20 mai, un psychiatre, se faisant passer pour un conseiller d'orientation, organise un entretien avec le jeune Graham. Il encourage le garçon à parler de ses passions et fait mine d'admirer ses connaissances. Ravi de cet entretien, Graham rentre chez lui. De son côté, le psychiatre s'empresse d'alerter la police. Le 21 mai, l'inspecteur Edward Crabbe se présente au domicile des Young pendant que le jeune garçon est à l'école. Il en profite pour mener une fouille dans sa chambre et y trouve suffisamment de substances toxiques pour tuer 300 personnes, ainsi que différents ouvrages tels que le Guide des poisons ou les empoisonneurs sur la sellette. Après cette fouille, l'inspecteur décide d'attendre que le jeune garçon rentre de l'école et lui demande de retirer sa veste. Et là, c'est sans surprise qu'une fiole d'antimoine et 2 petits flacons tombent par terre. Edward Crabbe amène sans discuter Graham au commissariat de police de Harlesden où ce dernier va être interrogé. Le jeune garçon nie formellement avoir empoisonné sa famille. Il reçoit une visite de sa tante, qui lui demande pourquoi il a fait tout ça. Graham, le regard vide, et l'air effrayé ne prononça aucun mot jusqu'au lendemain. Le 22 mai 1962, le garçon passe enfin aux aveux et est emmené en centre de détention préventive. Plusieurs tests et des entretiens avec les médecins vont être effectués durant sa détention. C'est lors d'un entretien qu'il dit, je cite, « Mon antimoine me manque, je regrette le pouvoir qu'il me donne ». Le 6 juillet 1962, le garçon plaide coupable aux assises de Londres. Il affirme avoir administré du poison à sa sœur, son père ainsi qu'à son camarade de classe Chris William. Le juge Melford Stevenson ordonne que le coupable soit envoyé durant une quinzaine d'années à Broadmoor, un hôpital psychiatrique où étaient internés les criminels atteints de démence. À Broadmoor, Graham Young, âgé de 14 ans, hérite d'une petite chambre dans le bâtiment d'accueil. Les murs de briques rouges de la sévère bâtisse victorienne isolent les 750 détenus des habitants des villages environnants du Berkshire. La chambre du garçon, dont les fenêtres sont garnies de barreaux et le lit scellé au sol, est totalement dépourvue de décoration, à l'exception d'un petit tapis. Ici, tous les jours se ressemblent. Les détenus sont réveillés tous les matins à 7 heures et passent leur journée à confectionner des tapis et ce jusqu'à 20 heures. Ils peuvent également lire et jouer à certains jeux, comme le billard. À cette époque, Graham fait partie des plus jeunes détenus de Broadmoor. Il était difficile pour son père d'ignorer son fils, malgré ce qu'il lui avait fait. Fred Young se force alors à rendre visite au jeune garçon, même si celle-ci se déroule dans un silence de plomb. Finalement, le père se détournera assez vite de ce fils, qui a causé la mort de sa femme et qui lui a provoqué une grave maladie du foie. Le jeune garçon continue ses lectures sur le nazisme, la toxicologie et sur la médecine. À un moment donné, Graham va se laisser pousser la moustache, écoutera du Richard Wagner et imitera même les discours de Hitler. La sœur et la tante de Graham continuent de lui rendre visite. Il y a aussi Frank Walter, un de ses oncles, qui lui apporte régulièrement des allumettes que le garçon lui réclame. Jusqu'au jour où Frank apprend que le phosphore qu'elles contiennent peut servir de poison. Le 6 août 1962, soit un mois après l'arrivée de Graham dans cet établissement pour les patients atteints de troubles mentaux, John Berridge, un codétenu, est pris de convulsions et décède en quelques heures. L'autopsie révèle qu'il est mort empoisonné par du cyanure.
Lors de l'enquête menée dans l'établissement, aucun produit contenant ce poison n'est découvert. Cependant des buissons de laurier cerise, dont il pouvait être extrait, poussaient le long du bâtiment. Plusieurs membres du personnel, ainsi que des détenus soupçonnent le jeune garçon d'être responsable de cette mort, notamment parce qu'il aime expliquer en détail comment extraire du cyanure à partir de feuilles de laurier. Cependant, l'implication de Graham dans cette histoire n'a jamais été prouvée, et la mort de Berridge sera qualifiée de suicide. C'est en 1971, après 8 ans de détention, que le jeune homme est libéré, et séjourne dans une auberge de jeunesse. Graham se lie d'amitié avec Trevor Spark, âgé de 34 ans. Il leur arrive d'aller au pub ensemble ou de boire une bouteille de vin dans la chambre de Trevor. Le 10 février 1971, Trevor développe différents symptômes. Il souffre de diarrhée, vomissements, il a des picotements dans les jambes et se plaint de douleurs au niveau des testicules. Ces symptômes réapparaissent périodiquement durant les mois qui suivent. Les médecins lui diagnostiquent à tour de rôle une infection des voies urinaires, puis une infection intestinale ainsi qu'une infection de l'estomac. Finalement, Trevor Spark quitte la ville en avril 1971 et voit sa santé s'améliorer. Graham décroche un emploi dans une société qui fabrique des lentilles infrarouges à bromure de thallium, utilisées dans le matériel militaire. Cette entreprise est située à Bovingdon, près de la maison de sa sœur. Pour justifier de ces périodes d'inactivité sur son CV, le jeune homme dit sortir d'une dépression nerveuse suite au décès de sa mère dans un accident de voiture. Les nouveaux collègues de Graham le trouvent imprévisible. À l'heure des pauses, le jeune homme reste seul et lit des ouvrages sur la chimie, la guerre, les nazis ou sur les meurtriers célèbres. Il était difficile de parler avec lui, à moins de le lancer sur un de ses sujets favoris. Rapidement, le jeune homme reprend les empoisonnements. Son mode opératoire est simple, il glisse du poison, généralement du thallium ou de l'antimoine, dans leur thé ou leur café. Très vite les victimes commencent à ressentir les symptômes habituels, tels que vomissements, crampes, diarrhée. Le personnel pense qu'il s'agit d'un virus, d'une contamination de l'eau ou de la radioactivité de l'aérodrome désaffecté qui se trouve non loin d'ici. La première victime de Graham à Bovingdon est Bob Eagle, 59 ans et qui n'est autre que le supérieur du jeune homme. Eagle est un vétéran de l'évacuation de Dunkerque et a souvent été interrogé par Graham sur ses expériences de guerre. Ce dernier tombe malade à partir de juin 1971, et prend donc un arrêt d'une semaine où sa santé s'améliore. Après quoi, il revient au travail, et le jeune homme en profite pour déverser une dose mortelle de thallium dans son thé. Eagle, après avoir bu son thé, ressent une douleur intense au niveau du dos, puis ses doigts et ses pieds s'engourdissent. Transféré d'urgence en soins intensifs au sein de l'hôpital Saint-Alban, l'homme finit paralysé. Il sera déclaré mort le 7 juillet 1971. L'autopsie conclut à un syndrome de Guillain-Barré, autrement dit le système immunitaire du patient s'est attaqué à ses propres nerfs. Durant les absences d'Eagle, Graham s'en est pris à son assistant Ron Hewitt en empoisonnant son thé avec de l'antimoine. Par chance, ce dernier accepte un emploi dans une autre entreprise, ce qui met fin à tous ses symptômes. Les mois suivants, le jeune homme se limite à de petites doses d'antimoine dans le thé de sa collègue Diana Smart. Le jeune homme écrit dans son journal « Diana Smart m'a irrité hier, alors je l'ai ramenée chez moi. Je ne lui ai donné que quelque chose pour la secouer. Je regrette maintenant de ne pas lui avoir donné une plus grande dose, capable de la faire dormir quelques jours. » Le 8 octobre 1971, Graham met de l'acétate de thallium dans le thé de David Tilson, mais ce dernier le trouve beaucoup trop sucré et ne finit pas sa tasse. Déçu de ne pas avoir réussi, le jeune Young réitère la tentative une semaine plus tard. David est aussitôt transporté à l'hôpital. Ses jambes sont engourdies, il a du mal à respirer et se plaint de douleurs au thorax. Ses cheveux commencent à tomber. Sa peau, quant à elle, ne supporte plus le poids des draps. Tilson finit par se rétablir malgré l'état dans lequel il se trouve. La folie du jeune homme ne s'arrête pas là. C'est au tour de Jethro Batt, un autre employé de l'entreprise. Graham reconnaît avoir mis 4 grammes de thallium pour pouvoir le tuer. Mais une fois encore, la victime trouve la boisson étrange et ne finit pas sa tasse. Jethro est tout de même admis à l'hôpital avec des douleurs à l'estomac, à la poitrine et ses cheveux commencent à tomber.
Lui aussi va s'en sortir, mais avec des séquelles psychologiques. Le 3 octobre 1971, Graham s'en prend à Fred Biggs, un employé de 56 ans. Il lui administre 3 doses de thallium. Comme pour les autres victimes, il développe les mêmes symptômes, ce qui lui vaut une hospitalisation. Il est rapidement transféré à l'hôpital de Whittington au nord de Londres. Son système nerveux central se détériore à tel point qu'il n'est plus capable de parler et a du mal à respirer. Les médecins remarquent également que sa peau commence à se décoller. Graham téléphone tous les jours à l'hôpital et à la femme de Biggs pour prendre de ses nouvelles et suivre l'évolution des symptômes. Le malheureux décédera le 19 novembre 1971. La direction de la société demande à ce qu'une enquête soit lancée. Pendant ce temps, plusieurs collègues de travail de Young commencent à émettre des soupçons sur le jeune homme de 23 ans. Diana fait remarquer que Graham n'a jamais été touché par les symptômes. John Hanland, propriétaire de l'entreprise, se décide à contacter la police. Les enquêteurs remarquent que la santé des employés a commencé à se détériorer lorsque Young a pris son poste au sein de l'entreprise. Après vérification des antécédents du jeune homme, les enquêteurs découvrent qu'il a déjà été condamné pour d'autres empoisonnements. Le 20 novembre 1971, Graham est arrêté au domicile de sa tante et de son oncle à Sheerness, dans le Kent. Les officiers procèdent à la fouille de son lit et y découvrent une grande réserve de flacons contenant des substances toxiques, 434 mg de thallium ainsi que 32 g d'antimoine, ce qui représente 200 fois la dose mortelle. D'autres substances sont également retrouvées telles que de l'atropine, de l'aconitine et de la digitalie. En plus des produits toxiques, la police tombe sur une sorte de journal intime, où le jeune homme notait toutes les doses administrées, leurs effets et le résultat sur la victime, à savoir si celle-ci survivrait ou si elle allait mourir. Graham finit par avouer les empoisonnements de Trevor, David, Jethro, Fred et Bob. Il précise également qu'il utilisait volontairement différentes substances toxiques afin de tromper les médecins. Il en profite aussi pour se vanter d'avoir commis le meurtre parfait avec Molly Young, sa belle-mère. Les enquêteurs lui demandent alors pourquoi avoir commis tous ces empoisonnements sur des amis, des collègues et pire encore, sur sa propre famille. Ce à quoi le jeune homme répond : « Je suppose que j'avais cessé de les considérer comme un peuple, du moins, une partie de moi l'avait fait. Il s'agissait simplement de cobayes. » Young a été accusé de 2 chefs de meurtre, de 2 chefs de tentative de meurtre, de 4 chefs d'administration de poison dans l'intention de blesser et de 4 chefs d'accusation d'administration de poison dans l'intention de causer des lésions corporelles graves. Graham plaide non coupable, ce qui n'aide pas pour trouver un avocat prêt à le représenter. C'est finalement Sir Arthur Irvine Cusset qui accepte de le défendre. Le procès s'ouvre donc le 19 juin 1972. Des extraits du journal de Young sont lus au tribunal. Celui-ci explique qu'il s'agit d'un fantasme pour un futur roman. Les conclusions des autopsies de ces victimes sont énumérées. Les légistes ont retrouvé du thallium dans les reins, les intestins, les muscles, les os et dans le tissu cérébral de Fred Biggs. Ils ont également retrouvé dans les cendres de Bob Eagle 9 mg de thallium. C'est d'ailleurs la première fois que des cendres sont utilisées comme preuve de condamnation pour meurtre. Le 29 juin 1972, après un délibéré de presque 2 heures, le jury déclare Graham coupable de 2 chefs d'accusation pour meurtre sur Biggs et Eagle, de 2 chefs d'accusation pour tentative de meurtre sur Batt et Tilson, et de 2 chefs d'accusation d'administration de poison avec intention de blesser sur Smart et Hewitt. Suite à ça, Young demande à être incarcéré dans une prison classique plutôt que de retourner à Broadmoor. Demande qui sera acceptée. C'est à Parkhurst, prison de haute sécurité, située sur l'île de Wight, que le jeune homme va purger sa peine de prison à vie. C'est ici que sont enfermés les plus dangereux criminels de Grande-Bretagne. Dans cet établissement, Graham se lie d'amitié avec le meurtrier des morts, Ian Brady. Tous deux partagent la même passion pour l'Allemagne nazie. C'est dans sa cellule de Parkhurst que le 1er août 1990, décède Graham Young, seulement un mois avant son 43e anniversaire. D'après les conclusions du légiste, il est décédé des suites d'un infarctus du myocarde.
Aucun antécédent cardiaque lui étant connu, certains diront que Graham s'est suicidé, d'autres qu'il a été assassiné par des membres du personnel pénitentiaire ou par des prisonniers qui ne se sentaient pas en sécurité à ses côtés. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette histoire, vos hypothèses, si vous connaissiez cette affaire ou pas.